Bienvenue à toutes et à tous à cette 10e édition du GenAI Network. C'est notre 10e édition après un peu plus d'un an et demi d'existence. Donc merci à tous ceux et toutes celles qui nous suivent depuis le début. Et c'est évidemment un grand plaisir d'être chez Instadeep aujourd'hui. Une super boîte qui nous fait le grand plaisir de nous accueillir pour ce 10e meet-up. Donc merci beaucoup à toute l'équipe. Évidemment, comme la tradition le veut, c'est Instadeep qui commencera avec une présentation. Je me présente rapidement. Donc moi, je m'appelle Alexandre Tombeur. Je suis un des 3 cofondateurs de Molia, qui est un cabinet de conseil en data en IA. Et grosso modo, on accompagne les sociétés, généralement les grandes sociétés, dans le développement de solutions d'IA sécurisées. Donc on intervient de deux manières, en leur fournissant des experts techniques pour complémenter des équipes existantes, typiquement au sein de Data Lab, d'IA Factory, etc. Et sur un mode projet, donc du coup, là, on cadre le projet, le besoin, on assemble l'équipe, on développe la solution, on l'implémente, et parfois une petite brique de formation des équipes techniques pour les rendre les plus autonomes possibles. Et je suis également un des membres fondateurs du GenAI Network, qui nous rassemble ce soir, qui est une communauté d'experts techniques qui travaillent sur des solutions d'IA générative. Donc, c'est des personnes qui développent des modèles, qui les entraînent, qui les mettent en prod ou qui développent des solutions en entreprise. Et ce qui nous intéresse particulièrement, c'est ce qui est en production, c'est ce qui est utilisé, testé, et dans les mains d'utilisateurs internes ou externes. En deux mots, GenAI Network, c'est un peu plus de 1200 personnes. C'est un meet-up qu'on organise toutes les 4 à 6 semaines. Ici, ça fait un petit mois qu'on s'était vu chez Brevo pour le dernier meet-up. Et on essaie d'avoir une régularité dans l'organisation de nos meet-up pour se voir très souvent, pas aussi souvent que les actualités technologiques, mais le plus souvent possible. On a une page LinkedIn pour partager vos actualités, les levées de fonds, les nouvelles features de sociétés qui font partie de l'écosystème, nos actualités aussi, comme les meet-up par exemple. Et enfin, un podcast qui s'appelle Parole d'IA, qui est animé par notre ami Paul, que vous avez vu à l'accueil il y a une petite seconde et qui nous rejoindra. Et ce soir, 3 présentations. Une première d'Instadeep, ensuite de Pierre et Pierre de Delos, et ensuite de Pigment avec Jean, dont il est très difficile de trouver une photo en ligne. Donc, on n'a pas Jean sur la slide, mais on l'a en vrai. Donc, c'est beaucoup mieux. Et je finirai la petite intro par simplement le fait qu'on est partenaire du Race Summit, qu'on a un petit code de discount pour tous les membres du GenAI Network, et je pense qu'il nous reste 2-3 tickets gratuits si jamais certains d'entre vous souhaitent y participer. Donc c'est le 8 et 9 juillet au Carrousel du Louvre. Ça, c'est simplement l'accès à la page LinkedIn pour suivre nos actualités. Et sans plus tarder, je vais laisser la parole à l'équipe d'Instadeep. Je vais vous présenter la nouvelle infrastructure d'Instadeep. Si je parle pas assez fort, n'hésitez pas à me dire. Qu'on a monté ici à Paris. Donc, on va être deux à présenter. Je vais présenter la partie infrastructure. Donc, moi, je suis SRE à Instadeep et Armand va présenter la partie code plus. Et il est machine learning engineer. Donc pour la partie infrastructure, ok, donc bon, on retranche, je suis SRE Instadeep, globalement ingénieur système et réseau, et on s'occupe vraiment de tout ce qui est opération data center et oui, le backbone réseau, et jusqu'à Kubernetes, et après au-dessus de Kubernetes, c'est les autres qui prennent le relais. Du coup, quand on a fait cette infrastructure, on avait les principes en tête qui étaient que ce soit vraiment vraiment puissant au sens voilà, compact. Enfin, il faut qu'on soit capable de délivrer une certaine efficacité. Bon, scalable parce que évidemment on va probablement faire grossir cette infrastructure. Résilient parce que le but c'est qu'on soit le moins possible pour maintenir ça et qu'on veut que ça tienne bien. Et efficient parce que parce qu'on en a quelque chose à faire d'avoir une infra qui consomme 2 fois moins que ce qu'elle pourrait consommer en termes électriques. C'est important. Et notre but, donc, c'est voilà, d'accélérer les produits des clients
démocratiser des dernières technologies. Donc, on va fournir du RDMA aux clients pour qu'ils puissent accéder en low latency mémoire des cartes graphiques, etc. Et on va capitaliser sur les connaissances de nos dernières. J'ai oublié de mettre un timer. Je vais le mettre en cours de route. Hop. Hop, juste pour avoir une idée. Ok. Donc, c'est un projet qui a duré à peu près un an. C'était assez gros. Enfin, on a fait le design de l'architecture. On a fait l'appel d'offres pour le matériel, pour le data center. Pendant tout ce temps-là, on a dû revoir un petit peu l'architecture qu'on mettait en place. On a dû customiser un certain nombre de choses pour le data center, y compris les racks, les cages, etc. Et ensuite, on a commencé à recevoir le matériel au data center et le racking, le câblage, etc. On a testé, on a monté la stack software, on a dû recabler plein de trucs parce qu'il y avait plein de choses qui marchaient pas. Enfin bon, voilà, normal, c'est pas tout à fait fluide comme process. Voilà, ça a duré à peu près un an et c'était vraiment un gros morceau. On s'est bien donné, mais ça en vaut la peine. Bon, c'est pas de la pub, mais c'est juste pour dire que globalement, au final, on s'est retrouvé à choisir de bosser avec des gens qui étaient gros ou spécialisés dans le domaine. Dell nous a été un de ceux qui nous ont proposé une bonne densité énergétique. Donc c'était un de ceux qui proposait le moins de consommation au teraflop et c'était intéressant. Equinix particulièrement nous proposait le fait d'avoir une salle qui était entièrement alimentée avec des énergies renouvelables. Et bon, plus on sait que Equinix ils sont gros, ils ont plein de certifications, mais c'était intéressant. Hop, voilà, globalement, une vue de un bout de notre cage. Voilà, ça ressemble à un data center. On voit que les baies sont pas tout à fait collées les unes aux autres pour des contraintes de poids et de dissipation de chaleur. Donc on a plus de 220 cartes graphiques H100, plus de 100 000 cœurs CPU, plus de 2 pétabytes de storage et des stockages RDMA over Ethernet en 400 GB. Voilà, donc ça ressemble à une baie normale, mais il y a plus d'une tonne de hardware dedans. On a plus de 300 câbles par rack et ça demande beaucoup d'alimentation électrique. Donc en fait, là on voit pas trop parce que la photo elle est bien prise, mais il y a énormément de câblage là-dedans et c'était voilà compliqué à faire rentrer. Plus voilà, on doit jongler avec le fait que des baies comme ça qui font plus d'une tonne, il y en a plein, et donc c'était des contraintes sur l'appel d'offres data center auquel il fallait qu'ils répondent. Ça et évidemment la grosse demande énergétique qu'on allait avoir. Donc sur la partie infrastructure, on va avoir globalement voilà les racks que vous avez vus. Par-dessus ça, on va avoir la configuration des BIOS, des ID racks, des firmware pour avoir des serveurs qui sont prêts à l'emploi. Derrière, on va déployer les systèmes d'exploitation, donc avec Mass et Ansible. On va déployer les confs réseau qui sont malheureusement pas encore en GitHub, on fait ça à la main. Et par-dessus tout ça, donc de l'observability, et on va déployer Kubernetes, les opérateurs pour donc network operator de NVIDIA, GPU operator, le storage, et par-dessus ça, on rajoute iCore qui est notre produit qui va permettre d'utiliser toute cette infrastructure. Ok. Donc ça, c'est un peu les trucs sur lesquels on a eu des problèmes. Pas des gros problèmes, mais les trucs où on a passé du temps, quoi. Donc le premier, c'est l'appel d'offres, en fait, sur beaucoup de data centers qui ont été challengés.
c'était pas évident de trouver des gens qui étaient capables de supporter autant de poids, d'apporter autant d'électricité et le refroidissement dont j'ai pas encore beaucoup parlé, mais bon, vous vous doutez, ça génère beaucoup de chaleur. Sur la partie delivery, donc on est quand même dans un gros data center hein, qui est le complexe à Saint-Denis avec PA2, PA3, PA9 et PA10. Sur ce complexe-là, on a apporté, ils avaient tellement de matériel à apporter qu'en fait, il n'y avait pas assez de stockage. Donc, on a dû s'arranger pour avoir des zones de stockage tampons pour pouvoir apporter le matériel dans l'ordre. Et évidemment, il y a eu des retards, donc on ne pouvait pas apporter le matériel dans l'ordre et on a dû jongler un petit peu. À cause du grand nombre de câblages à faire, les baies se sont avérées un petit peu petites. Donc on a dû faire des adaptations sur les baies pour réussir à faire un câblage propre, sachant que le câblage propre est très important parce que câbler une fois, c'est une chose, mais ensuite, quand on doit faire une maintenance, retirer un serveur, faire venir Dell, etc., on peut pas tout débrancher pour enlever un serveur. Il faut qu'il soit accessible et donc du coup, c'est important d'avoir quelque chose de propre. Du coup, le câblage, ça a été beaucoup d'allers-retours avec des consignes très précises, mais bon, voilà, il y a toujours des câbles qui sont inversés, etc. Et ça, on s'en rend compte 2 mois plus tard quand on a enfin de la visibilité sur l'infrastructure. Et donc là, c'est le moment où on les rappelle pour leur dire qu'en fait, il fallait recabler autrement. Et notamment, on s'est rendu compte que l'infrastructure qu'on avait discutée avec NVIDIA pour le RDMA, en fait, n'était pas du tout adaptée à ce qu'on voulait faire. Et on a dû passer de clusters de switch MLAG à des clusters de switch en multi-homing pour pouvoir gérer ce qu'on voulait faire d'un point de vue RDMA. Et donc ça, voilà, c'est des choses qu'on fait en dernière minute et qui prennent du temps. Et au final, les optimisations sur le refroidissement qui ont été assez challengeantes aussi. On a dû ordonner les serveurs dans un certain sens pour que ce soit pas les serveurs les plus chauds qui soient tout en haut. On a aussi dû donc vous avez vu, on a une baie sur 2 pour que le souffle arrive pas au même endroit et qui se soufflent pas les uns sur les autres. Ensuite, Equinix a fait un peu des choses de leur côté. Voilà. Et du coup, pour finir, ça nous donne un cluster avec plus de 100K CPU, 250 terabits de RAM, 220 H100. On a essayé de faire en sorte qu'il y ait le moins de SPOF possible. Et on s'est concentré sur vraiment ce qui était impactant pour nous plutôt que d'essayer d'avoir des serveurs généraux. Et voilà. Et du coup, on est capable de délivrer 445 pétaflops en FP16 pour un total de 510 avec ce qu'on avait avant. Donc ça fait une grosse évolution de notre infrastructure. Voilà, je crois. Et par-dessus cette infrastructure, donc au final, on livre juste quelques clusters cubes et les suivants prennent la relève. Ok. Donc moi, je vais vous parler un peu plus de la partie software parce que c'est bien beau d'avoir 220 H100 à notre disposition, mais c'est pas évident au final de les utiliser. Vous pourrez me dire que je pourrais lancer juste plein de petites choses, mais il se trouve que nous, on veut entraîner des gros modèles. Du coup, je vais venir vous parler un peu de quel choix on a fait sur notre stack software pour pouvoir faire en sorte qu'elle puisse scale sur notre infrastructure et aussi dans d'autres contextes que notre infrastructure. Donc en fait, un des choix qu'on a fait il y a ça en fait pas mal de temps au niveau de notre stack de deep learning, c'est en fait d'utiliser JAX, qui est un framework de machine learning, un peu comme vous pouvez connaître TensorFlow ou PyTorch. Mais du coup, nous on utilise JAX avec quelques librairies open source qui utilisent JAX, donc Flax pour créer des réseaux de neurones et Orbax pour le checkpointing.
Et en fait, la raison pour laquelle on a fait ce choix pour Jax, c'est en fait ce qu'il y a derrière. Parce que Jax, c'est juste le front-end, mais derrière, on va avoir en fait tout un écosystème d'autres softwares qui vont nous permettre via principalement OpenXLA, qui est un peu un set d'outils qui permet d'écrire des compilateurs, en fait, qui a une interface qui va être en fait exactement la même que je parle à un GPU, à un TPU ou à mon CPU. Ce qui veut dire que je vais écrire mon code une fois et je vais pouvoir le tester sur ma machine qui dispose uniquement d'un CPU, mais après je vais pouvoir aussi le lancer sur un GPU sur notre cluster, ou peut-être que à un moment je vais avoir besoin d'utiliser des TPU, ou alors que on va me donner un nouvel accélérateur qui vient de sortir, qui dispose d'un compilateur OpenXLA, et je vais pouvoir l'utiliser sans avoir à changer mon code. Et du coup, ça, quand on pense à sa stack software dans le temps, c'est en fait quelque chose qui est très important, car on ne sait pas sur quoi on va faire tourner notre code dans 2-3 ans. Donc, je vous propose de regarder un peu, au final, à quoi ressemble notre code Jax qu'on peut avoir en interne, et un peu d'aller voir un peu dans les détails. Donc, ici, on va voir en fait juste une déclaration d'un réseau de neurones plutôt classique. Il s'agit juste de linear layers et avec juste un relu entre les deux. Donc, comme on se l'attend en PyTorch ou d'autres frameworks, écrire notre modèle doit être simple. Et aussi, en fait, écrire notre fonction d'entraînement doit être simple. Donc, ici, on a plusieurs parties. Donc, dans notre fonction, on va avoir la partie juste, on va venir ici juste faire une prédiction de notre modèle. Ici, juste fait une mean square error pour calculer mon loss. Et en fait, à partir d'une fonction qui retourne mon loss, je peux utiliser jax.grad qui va me donner en fait le gradient de cette fonction par rapport aux paramètres. Donc, il va me permettre après d'entraîner. Donc, ce que je fais ici, c'est que juste j'appelle cette fonction qui me retourne les gradients par rapport à mon erreur pour des données. Je récupère le gradient, puis je l'applique à mon état qui contient donc bien évidemment mes paramètres, mais aussi mon optimizer. Et il se trouve que tout ça, je l'ai mis dans une fonction que j'ai appelée step. Et cette fonction, je l'ai décorée avec jax.jit. Et en fait, ce que jax.jit va venir faire, c'est qu'il va venir en fait compiler notre fonction. Donc en fait, au lieu de l'exécuter opération par opération, c'est ça qui va venir la donner entièrement à OpenXLA et la compiler. Et ce qui fait qu'en fait, le compilateur va pouvoir faire plein d'optimisations sur votre code. Et c'est ça qui, en général, on dit souvent que le code Jax va être plus rapide que ce que pouvait être du code que vous écrirez avec PyTorch. Parce que PyTorch avait tendance à exécuter les opérations une à une, alors que Jax, le fait d'avoir une vue globale de qu'est-ce que vous voulez faire, il va pouvoir faire plein d'optimisations. Donc, comment au final on se retrouve du coup, vous écrivez du code, et comment on se retrouve à savoir qu'est-ce que vous voulez faire globalement. Du coup, il y a un mécanisme dans Jax qui s'appelle grosso modo le tracing, qui est ce que, au lieu, quand vous allez appeler votre fonction qui s'appelle step, au lieu de venir juste l'exécuter, je vais venir l'exécuter avec des fausses valeurs. Et au lieu de venir faire les calculs sur vos valeurs, je vais venir juste record quelles sont les opérations que vous faites, et je vais stocker ça quelque part. Typiquement, dans Jax, c'est une Jaxp, du coup une expression de Jax, et ça représente, du coup ici vous avez juste une fonction qui fait un produit plus ajoute une valeur. Et du coup, on peut retrouver ici en Jax ce qu'on appelle une primitive, donc qui va être le dot général, qui représente le dot, et ensuite juste un add. Donc là, on se retrouve avec une vue des opérations que vous voulez faire, et après, on va pouvoir venir transformer ces opérations. C'est-à-dire qu'une fois que je sais ce que vous voulez faire, je peux dire, en fait, je vais pouvoir utiliser une opération qui s'appelle vmap, par exemple, qui va dire, vous avez défini une fonction qui prend en entrée une seule valeur. Je vais venir la vectoriser, c'est-à-dire je vais venir A en fait était de taille 10 et B était de taille 10 par 10. Je pourrais en fait la vectoriser et dire que A maintenant, en fait, c'est un batch de données,
Et Jax va venir transformer cette fonction pour faire en sorte que tout ce qui était dans la fonction s'adapte au fait que A est maintenant une dimension pour le batch. Du coup, on va venir pouvoir appliquer plein de transformations les unes à la suite des autres à notre fonction. Donc, on va récupérer le gradient d'une fonction. C'est une transformation de cette fonction. Et à la fin, on va venir pouvoir appliquer une transformation qui sera un peu JIT. Et elle, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va venir transformer cette JAXP et l'envoyer, enfin la transformer en stable HLO, qui est une autre représentation des opérations, et va venir l'envoyer au compilateur, qui va s'occuper en même temps du coup de la compiler, mais de l'exécuter aussi. Donc voilà un peu à quoi ça ressemble. Ici c'est du coup du stable HLO. C'est assez complexe à lire, mais il y a toutes les informations pour exécuter votre fonction. Mais du coup, c'est un peu mieux, c'est de le visualiser. Du coup, ici, on peut visualiser les paramètres qu'on a de notre fonction. C'est juste pour faire le forward de notre petit MLP qu'on avait en entrée, qu'on a vu au début. Et du coup, on peut voir en fait qu'il y a plein d'opérations qui viennent juste reshape nos tenseurs et venir faire le dot product, puis ajouter le biais et rebelote, on retourne ici à faire la même chose. Ici, on se retrouve avec ReLU. Et du coup, là, on voit vraiment toutes les opérations qu'on a fait. Du coup, ça, c'est l'entrée du compilateur. Mais du coup, on peut aussi voir comment il a transformé notre fonction. Et du coup, voilà le résultat, grosso modo. Donc, c'est un peu différent. Ici, on voit qu'on n'a plus un dot product, on a quelque chose qui s'appelle un custom call, qui est un gem. C'est-à-dire que le compilateur GPU a vu, je dois faire un dot product, je vais utiliser un kernel que j'ai qui est très optimisé pour ça, pour le hardware que vous êtes en train de lancer votre code dessus. Et du coup, ça va être plus rapide. On a aussi ce qu'on appelle des fusions, c'est-à-dire qu'il va venir prendre plusieurs opérations et venir les faire en même temps. Ça va permettre d'écrire moins de choses en mémoire et d'utiliser plus en fait le compute de l'accélérateur. Et du coup, on se retrouve aussi avec du coup des kernels optimisés pour d'autres opérations que le dot product, typiquement pour attention, qui est une opération très utilisée. En fait, XLA va venir voir que vous êtes en train de faire un pattern qui ressemble à attention et il va venir récupérer un kernel optimisé créé par NVIDIA et plein d'autres opérations de simplification, de réordonner les opérations pour qu'elles soient plus rapides dans certains cas, le sharding et aussi changer l'ordre, enfin changer l'ordre des fois des de certaines opérations. Du coup, tout ce qu'on a vu ici, c'est pas mal pour être plus rapide sur un seul nœud, mais nous, ce qu'on veut aussi, c'est pouvoir scale sur plusieurs nœuds. Du coup, on va s'intéresser un peu à la partie sharding. Donc, c'est toujours notre MLP, c'est la sortie du compilateur, mais là, ce que j'ai rajouté sur ma fonction compilée pour Jax, c'est que j'ai rajouté des sharding. Du coup, je lui dis l'entrée de mon réseau de neurones, les poids, je vais, au lieu de les mettre tous sur une machine, je vais venir les distribuer sur plusieurs machines. Et je vais venir aussi faire pareil sur mon batch de données que je vais distribuer aussi. Et la sortie aussi, je veux qu'elle soit distribuée. Et lui, il va venir rajouter en fait des opérations dans notre graphe pour, à certains moments, vous avez toujours besoin d'avoir le poids en entier pour faire votre opération. Il va venir insérer une opération pour le récupérer le poids en entier, puis faire votre opération, puis il va libérer cette partie de la mémoire, puis recommencer avec l'opération suivante. Et ça, en fait, ça vous permet d'écrire en fait très facilement des opérations qui seraient très dures à faire manuellement, parce que vous auriez besoin de juste en PyTorch, par exemple, d'écrire tous les Allgather à la main pour récupérer vos poids quand vous faites du sharding. Donc, c'est quelque chose qui est vraiment très agréable en Jax, de pouvoir passer très facilement d'un code qui tourne sur ma machine à quelque chose qui va tourner sur 8 GPU H100. Donc, on a vu un peu les fondamentaux de Jax, mais ce qui est intéressant, c'est qu'est-ce qu'on va faire au-dessus de ça, toutes les librairies qu'on va développer. Donc, on se base sur plein de librairies open source, mais on va aussi, pour des cas d'usage qui nous sont spécifiques, créer nos propres librairies
certaines qu'on va mettre en open source et d'autres qu'on va garder en privé pour nous. Donc, par exemple, vous pouvez retrouver Sebulba, qui est un framework pour faire du reinforcement learning avec JAX et qui peut facilement scale en fait sur des centaines de GPU de par son architecture. Vous avez aussi Mava, qui est un autre framework pour faire du reinforcement learning avec plusieurs agents. Donc, on développe pas mal de choses en externe pour open source, mais on a aussi des choses peut-être un peu plus spécifiques à nos produits qui vont rester privés, mais qu'on va quand même pouvoir utiliser en fait sur différents produits. Et du coup, tout ça, on va l'utiliser en même temps dans notre recherche, dans les produits qu'on développe, mais aussi dans nos projets clients. Ce qui fait que du coup, si on arrive à faire des optimisations dans une des librairies, ça va pouvoir bénéficier à tout ce qu'on a pu construire au-dessus de cette librairie dans notre stack software. Donc maintenant qu'on a plein de software qui peuvent scale sur des centaines de GPU, il s'agirait de pouvoir le lancer en fait ce soft. Donc en fait c'est pas si évident parce que j'ai beau vous donner une dizaine de machines, vous n'allez pas vous embêter à aller sur chaque machine pour dire qu'est-ce qu'elle doit faire, est-ce qu'elle doit lancer le programme, est-ce qu'elle doit le lancer avec des arguments spécifiques. Du coup c'est pour ça qu'on a développé un produit qui s'appelle AI Core, qui en fait nous permet de facilement lancer notre code sur n'importe quelle infrastructure. Donc en fait, on va juste partir du coup de la source de ce qu'on produit, c'est-à-dire du code. On va venir juste quand on va faire un commit avec écrit experiment dedans ou exp et que je push ce commit, en fait, ça va venir trigger toute une pipeline qui va venir en fait build mon code, injecter les secrets dont j'ai besoin pour le build. Puis en fait, après, va le run sur l'infrastructure que j'ai demandé encore une fois dans mon code, c'est-à-dire que j'ai défini dans mon code quelle infrastructure je voulais, et AI Core va venir créer cette infrastructure avec différents conteneurs et créer par exemple un cluster Ray pour moi, ou lancer du code pour s'intégrer avec JAX ou avec PyTorch. On a des intégrations pour vraiment tous les frameworks de machine learning. Et le code va se lancer automatiquement pour moi, ce qui fait que du coup, moi, juste à faire des commits et après juste aller dans l'UI de AI Core pour voir les logs de mon experiment. Mais j'ai pas à me soucier de créer l'infrastructure, de la manager, de regarder les métriques. Je vais pouvoir voir facilement toutes mes logs, voir mes métriques. Je vais pouvoir le lancer aussi en fait sur différentes infrastructures. Parce que AI Core, c'est pas seulement fait pour notre cluster à nous. On l'a fait en sorte qu'il puisse en fait s'intégrer avec chez différents cloud providers. Par exemple, vous pouvez le lancer sur GCP si vous voulez des TPU, chez AWS ou chez Azure si vous avez différentes contraintes pour votre cloud en interne. Vous pouvez voir du coup chaque experiment quel coût il a et par projet aussi quel coût a chaque experiment parce que on sait que ça coûte vite très cher les GPU. On va pouvoir aussi intégrer en fait dans le même environnement comment on va debug notre code. Puisque tout était basé sur du code Git, c'est-à-dire que si je veux relancer le même experiment dans 2 mois en rajoutant un tout petit changement, je peux et je vais pouvoir le reproduire exactement parce que j'ai le même code, j'ai la trace de qu'est-ce qui a créé cet experiment. Et après, assez facilement dans mon fichier de configuration, en fait, si mon code est bien fait, je peux juste changer et au lieu de demander 1 GPU, en demander 128 et je vais pouvoir utiliser beaucoup plus d'infrastructures pour entraîner mon gros modèle quand je voudrais passer d'un petit modèle à un gros modèle. Donc voilà. Bon, si vous avez des questions. Merci. Merci, c'était une super présentation. Pour le coup, il y a une question, je suis pas sûr d'avoir vu l'information, mais vous avez acheté les GPU ou vous les avez loués? Oui, on les a achetés. Ok. Vous pouvez partager le coût Ah, j'aurais essayé. C'est-à-dire qu'on loue une salle dans un data center, mais le hardware qui se trouve dans cette salle nous appartient. Hello, merci pour la présentation. J'aurais une question sur le hardware en termes d'utilisation, le rapport CPU-GPU, comment il a été décidé, est-ce qu'il y en a un qui est sous-utilisé par rapport à l'autre? Qu'est-ce que ça donne à ce niveau-là?
C'est-à-dire qu'on s'est basé forcément sur les usages qu'on avait sur notre infrastructure précédente pour la design. Et c'est vrai que vous pouvez voir probablement que pour des gens qui font du deep learning, on a quand même beaucoup de CPU. Ouais. Et en fait, ça peut paraître bizarre, mais en fait, la raison, c'est qu'on fait beaucoup de reinforcement learning. Et du coup, pour faire tourner tous nos environnements, on a besoin d'avoir cette masse de CPU à côté. Et ça a aussi un autre avantage que les GPU, en fait, c'est ça qui va vous utiliser le plus de puissance. Du coup, comme vous avez pu le voir, on peut mettre des GPU et des CPU dans le même rack pour balancer. Du coup, on utilise on a utilisé différents indicateurs basiquement pour choisir ce ratio. Ok. Qu'est-ce que c'est comme CPU? Peut-être plus Félix qui va pouvoir vous répondre là-dessus. C'est AMD. Ok. Et le modèle exact, je ne l'ai pas en tête. Donc si on ne l'a pas marqué, c'est qu'on ne doit pas avoir le droit de le dire de toute façon. Pas de souci. Merci beaucoup. Donc, on est sur du x86. Ok. Oui, bonsoir, merci pour la présentation. Quand vos GPU ne sont pas utilisés, est-ce que vous en faites quelque chose? Euh, Quand il y a des expériences qui ne tournent pas dessus? C'est-à-dire on essaye forcément de faire en sorte à ce qu'il y en ait le plus, et du coup qu'il y ait le plus de temps où il y a des expériments qui tournent forcément. En fait, du coup, avec la plateforme du coup AI Core, qui va venir. Enfin, AI Core va venir en fait. Vu qu'on a plein d'équipes qui vont venir en fait utiliser le même cluster. Il se trouve qu'en fait, quand vous allez lancer quelque chose sur AI Core, ça va pas forcément se lancer directement. Parce qu'en fait, va peut-être avoir beaucoup plus de ressources utilisées à ce moment-là, mais du coup, votre experiment, il va se lancer, mais plus tard. Du coup, c'est comme ça qu'on va venir limiter le sous-usage des GPU, je dirais. Mais du coup, quand on n'est pas dans ce cas-là, le GPU reste entre guillemets à rien faire, mais on essaie forcément de le limiter au maximum via notamment AI Core. Vous parliez de code compilé de kernel optimisé. Je crois qu'il y a NVIDIA, une offre qui s'appelle NVIDIA NIM. Est-ce que c'est à peu près ça que vous faites, c'est ça ou... NIM, on va plutôt être sur une solution beaucoup plus haut niveau en termes de, ils vont vous proposer un modèle déjà entraîné ou que vous pouvez fine-tune. Mais en fait, du coup, moi, ce dont je parlais du coup sur le code compilé, c'est vraiment le code de nos modèles à nous. Et du coup, quand on va venir faire de la recherche, on ne sait pas en fait quel va être le modèle qu'on va faire, quels vont être de quoi il va être composé. Donc, c'est pour ça que c'est en fait important d'avoir un compilateur qui va venir optimiser notre modèle, quel qu'il soit, et non pas juste des modèles très optimisés. Les modèles NIM sont très optimisés, mais juste pour un type de modèle spécifique, quoi. J'ai deux questions. La première, c'est les modèles, enfin, pour quel type d'usage d'entraînement de modèles vous utilisez ces GPU? Est-ce que vous le saviez déjà enfin, au moment du lancement du projet? Et aujourd'hui, quel est le type d'usage? C'est du fine-tuning de grands LLM ou... Alors, on va avoir deux grandes familles de choses qu'on fait. Donc, on va avoir plutôt les applications où ça va être du reinforcement learning. Donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de CPU aussi, mais forcément, pour entraîner le modèle, on utilise aussi des GPU. Donc, à ce moment-là, on est plutôt sur des modèles de reinforcement learning. Donc, ça dépend vraiment des projets, forcément l'architecture du modèle. Et sinon, on a forcément toute une partie AI générative pour la biologie. Et dans ce cadre-là, on se retrouve plus sur des transformers et on se retrouve en fait en même temps à avoir des teams qui vont venir faire le pre-training du modèle en entier. Donc là, qui demande forcément beaucoup de compute et c'est en général ce genre d'équipe qui va venir vouloir scale beaucoup. Et c'est vrai que les teams qui font plutôt du fine-tuning en général utilisent moins de ressources. Donc c'est, je dirais, les trois usages qu'on va avoir. Et la deuxième question, c'est dans le coût de run des GPU, qu'est-ce qui coûte? C'est l'électricité ou c'est l'amortissement de l'infra? Électricité et amortissement. Je saurais pas dire en quelle proportion. Je sais pas si Félix, tu peux partager. En fait, je sais pas. Tu peux pas partager ce genre d'informations. Mais c'est sûr une des raisons pour lesquelles on a créé notre propre infrastructure, c'est que forcément le coût d'un GPU pour nous se retrouve bien plus bas que ce qu'on pourrait avoir chez un cloud provider.
Bonjour, merci. Bonjour. J'ai 3 questions, désolé. Pas de souci. La première, c'est en mode recovery. Alors, il y a que 500 GPU, mais quand il y a un GPU qui craque ou un, un réseau qui craque, comment vous gérez à la fois en termes logiciels et en termes hardware, où il y a 2 layers. La deuxième, c'est est-ce qu'avec Alcor, vous arrivez à gérer une grille de manière dynamique? C'est-à-dire que ou c'est elle est figée, c'est-à-dire que vous réservez la grille comme un Slurm un peu figé Mmh. sur le job. Et la dernière, c'est est-ce que vous avez fait une comparaison un peu sur le gain d'utiliser des codes optimisés GPU pour vos codes par rapport à du, on va dire du vanilla Nvidia, CUDA quoi, Ouais. parce qu'il paraît qu'il est quand même pas mal optimisé. Ouais. Et donc c'est dur de faire beaucoup mieux en fait. Bon, Ouais. c'est la Et rumeur quoi. OK. Donc je vais peut-être parler sur la partie là. Donc si on a si on a une carte graphique qui nous lâche, bon globalement, enfin ou qui commence à poser problème, on a du monitoring qui va le repérer, on va contacter Dell puisque c'est les serveurs Dell et ils vont intervenir. Enfin, ils vont nous demander des actions de debug et éventuellement on peut être amené à reboot le serveur. Donc dans ces cas-là, on a des actions pour le mettre en dehors du cluster. On attend un peu que les expériments soient terminés, puis on fait les actions. Le job, il est Bah, forcément, le job qui est tombé sur le GPU, enfin, en général, si c'est un GPU qui tombe, bah, forcément, le job qui est sur le GPU qui est tombé, bah, va forcément tomber. En fait, on essaie de limiter l'impact, en fait, comme disait Félix, en attendant que les autres, si le serveur peut continuer à tourner et qu'on n'a pas besoin dans l'immédiat de l'enlever, on va essayer en fait de juste attendre. On va juste pas en mettre de nouveau sur ce nœud-là et juste essayer d'attendre qu'il se termine normalement pour essayer d'avoir le moins d'impact sur l'utilisateur du cluster. Et voilà. Et après, globalement, on va laisser le support faire les remplacements nécessaires. sur les... Deuxième question, je viens de la troisième, puis la Il y deuxième. avait la grille, est-ce que donc, Ah, la grille on elle est peut être plutôt, dynamique, on est plutôt sur, en particulier si ça peut être au milieu. on est plutôt sur quelque chose de statique. En général, on a fait quelques expérimentations sur des choses dynamiques, mais c'est pas très simple parce que ça demande aussi, ça serait possible d'un point de vue infrastructure, mais ça demande en fait beaucoup de choses d'un point de vue du code de l'utilisateur, de comment il doit réagir à ce changement du coup, soit expansion du nombre de computes qu'on lui alloue ou soit réduction. Et du coup, spécifiquement quand on veut entraîner en fait, enfin quand on a ce genre de contrainte, c'est qu'on veut entraîner un gros modèle. Et du coup, le gros modèle, on va pas que le répliquer, puisque final, si on fait que le répliquer, c'est assez simple de dire j'ai moins de réplicas. Sauf que quand il commence à être, si ça commence à être une partie des poids qui sont sur ces serveurs-là, ça devient en fait plus compliqué de dynamiquement changer le sharding.